Merci à tous d'être présents pour cette deuxième formation du programme DOTS sur le développement de tableaux de bord pour l'aide à la prise de décision. Et que je vais vous laisser entre les mains de Michael, Philippe et Enrique qui vont vous présenter l'atelier. Normalement, vous avez reçu, dans le courriel que vous avez reçu de rappel, et puis le premier aujourd'hui, vous avez les liens de connexion vers le Google Drive pour avoir accès aux documents qui vont vous permettre de suivre l'atelier. Donc, si ce n'est pas déjà téléchargé, allez les télécharger. Et puis, je vous laisse entre les mains de nos formateurs de ce soir. Bon atelier. Parfait. Merci Nicolas, merci pour l'invitation. Comme je l'ai précisé la semaine dernière concernant l'invitation pour le webinaire. Donc cette semaine et la semaine prochaine, on va vous proposer 3 ateliers. On va commencer par quelque chose de très simple, sans niveau de programmation. Python, on rentrera plus dans les détails dans les 2 prochains ateliers. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, puis je vais peut-être partager mon écran pour mettre en contexte plus facilement par rapport à ce que j'ai présenté la semaine dernière, si vous me permettez. Je vais juste ouvrir le PowerPoint. Voilà. Donc, si vous n'étiez pas présent la semaine dernière, j'ai fait un petit webinaire d'1 heure là, sur le développement des tableaux de bord pour l'aide à la prise de décision. Donc, juste rapidement, ce que l'on va voir aujourd'hui, puis dans les prochains ateliers également, c'est de construire le système d'aide à la décision qui va permettre d'alimenter ce qu'on appelle le tableau de bord, composé d'indicateurs analytiques et la composante principale, évidemment, en géomatique qui nous intéresse, qui est la composante cartographique. Donc, la difficulté dans la création d'un tableau de bord, c'est évidemment quels outils sélectionner pour développer ce tableau de bord. Donc, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, évidemment, ça nécessite de se poser plusieurs questions. Le choix des données, donc qui dit données, le format de ces données. Est-ce qu'on travaille avec des fichiers? Est-ce qu'on travaille avec une base de données? Comment se connecter à ces informations pour remonter, travailler avec ces données pour créer des indicateurs analytiques et des informations spatiales que l'on va mettre en place. Est-ce qu'il existe des outils qui vont permettre d'accéder à des données de télédétection, par exemple? On verra que les outils d'aujourd'hui qui sont très simples ont le défaut de ne pas évidemment se connecter à des images, à des données de télédétection classiques. C'est des choses que l'on verra dans le prochain atelier que je vais vous expliquer là mercredi prochain. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment créer un tableau de bord web à partir d'outils qu'on appelle prêts à l'emploi, à partir des écosystèmes Google et Esri. Donc, premier atelier que l'on va voir, je vais juste aller tout de suite au présentateur. Donc, premier atelier que l'on va voir qui va être présenté par Philippe Doyon. Donc, Philippe Doyon, tout d'abord, qui est présent aujourd'hui, qui va vous présenter ce premier atelier, va vous faire travailler à la création d'un tableau de bord très simple avec Google Data Studio. Donc, Google Data Studio, c'est quoi? C'est un outil une interface web qui est gratuite, c'est propriétaire à Google, mais c'est quand même gratuit. Il suffit d'avoir un compte Gmail et de se connecter à une source de données. Donc, soit à travers l'entrepôt de données de Google qui s'appelle BigQuery, soit à partir de fichiers que vous allez téléverser dans votre interface et travailler directement avec cette information. Donc, vous allez le voir, c'est très simple. C'est versatile, on peut se connecter à plusieurs types de formats de données, à des bases de données également. Donc qui dit base de données, ça veut dire qu'on peut également créer des requêtes. Pour ceux qui connaissent un peu les bases de données, on peut créer des requêtes SQL et simplement accéder aux résultats de ces requêtes pour afficher un indicateur analytique ou spatial. Donc Philippe va vous présenter pour cette première partie la création d'un tableau de bord à partir de Google Data Studio. Donc vous allez voir, il n'y a aucune notion de programmation, c'est vraiment sélectionner l'indicateur que vous voulez mettre en place, comment créer une interaction avec d'autres indicateurs comme l'indicateur spatial. Vous allez voir, ce sont quand même des choses assez simples. Juste pour vous présenter rapidement Philippe. Philippe, c'est un étudiant qui vient de débuter sa maîtrise en première année avec moi. Lui va développer dans son projet de recherche un tableau de bord analytique pour aider les producteurs de miel à cibler en fait les zones où ils vont positionner les ruches à partir d'une analyse spatiale.
Donc, il est en train de travailler là-dessus. L'autre atelier que vous allez voir, qui est plus une démonstration qu'un atelier, c'est comment travailler avec l'écosystème Esri. Je l'ai déjà présenté dans le webinaire la semaine dernière. Esri propose un outil qui s'appelle Esri Dashboard, qui est très connu. Je vous ai montré la semaine dernière que quand on parle de la Covid-19, c'est sûrement le tableau de bord le plus connu qui a été développé par l'université Johns Hopkins, que vous avez sûrement déjà vu. On peut créer des tableaux de bord professionnels rapidement avec l'outil Esri Dashboard. Esri Dashboard, c'est l'écosystème Esri, donc on a beaucoup plus de détails dans la partie cartographique versus Google Data Studio, où la partie cartographique est un peu limitée. Il faut travailler avec des données déjà préformatées. L'avantage évidemment d'Esri Dashboard, c'est qu'on travaille avec ArcGIS Online. Donc on peut évidemment créer de façon personnalisée, détailler nos cartographies et ensuite alimenter cette cartographie, cette composante qui va alimenter notre tableau de bord. Donc Enrique Martin, qui est un étudiant post-maîtrise, c'est-à-dire qui a terminé sa maîtrise professionnelle avec moi, qui travaille actuellement à développer des tableaux de bord et des bases de données à référence spatiale, va vous présenter sous forme de démonstration l'outil Esri Dashboard. Donc, contrairement au premier atelier, cet atelier, évidemment, c'est plus une démonstration parce que sinon, il faut créer un compte sur le site de ArcGIS Online, Esri, ce qui est un peu embêtant parce qu'on ne peut pas créer à la volée de compte gratuit. Il faut se connecter en tant que professionnel ou étudiant, donc c'est un peu compliqué. Il va simplement faire une démonstration, au moins vous l'aurez enregistré si jamais vous en avez besoin par la suite. Rapidement, pour les 2 prochains ateliers, donc il y a un atelier mercredi prochain de 18h à 20h. Donc là, on va faire le lien un peu plus avec les données de télédétection. Comment accéder aux données de télédétection à partir de Google Earth Engine. Donc ça va faire un peu une liaison avec ce que vous avez vu dans le premier webinaire il y a quelques mois, si vous l'avez suivi. Donc là, ça nécessite évidemment un peu plus de programmation, donc sous forme de ce qu'on appelle un notebook, donc Google Colab. Jean-Nicolas Côté, étudiant actuellement au doctorat qui travaille essentiellement avec des données santé, va vous présenter un atelier complet sur le travail de création d'un tableau de bord avec une composante cartographique qui va se connecter à des données de télédétection en temps réel via Google Earth Engine, donc avec une librairie là, que vous verrez mercredi si vous suivez cet atelier. Et dernier atelier que l'on verra la semaine prochaine avec Étienne Lausier-Hudon, c'est comment développer un tableau de bord web complet en programmation web. Donc là également, il faut quelques notions de base en programmation web. Quand on parle de programmation web, évidemment, c'est le HTML, CSS, JavaScript. Donc Étienne Lausier-Hudon vous présentera la semaine prochaine, donc lundi prochain de 18h à 20h, le côté client, comment développer un tableau de bord complètement gratuit, donc avec des outils open source, pour alimenter tout simplement des données géospatiales et créer des indicateurs analytiques directement en programmation. Donc, je vais laisser la parole au premier présentateur, donc Philippe Dorion, qui va commencer de façon très simple à vous présenter ses points de tableau de bord à partir de l'interface Google Data Studio. Je te laisse la parole, Philippe. Merci, Michael. Je vais partager mon écran comme ça. Est-ce que c'est moi? Ah, ok, merci. Donc, merci beaucoup, Michael, pour la présentation. Donc, Data Studio est déjà présenté pas mal. Aujourd'hui, comme Michael l'a dit, l'objectif, c'est de se familiariser avec les tableaux de bord qui sont très simples, accessibles à tout le monde, puis qui ne demandent aucune programmation. Donc, pour débuter l'atelier, vous allez avoir besoin de quelques fichiers, un fichier de base, puis un compte Gmail. Donc, je ne sais pas si tout le monde, vous avez déjà téléchargé le fichier afrique.csv. Ça, c'est le fichier de base. Là, si on a le email ici là, que Nicolas vous a envoyé plus tôt, juste cliquez sur le drive, puis vous allez avoir votre fichier CSV à télécharger juste ici dans ce drive-là. Puis, ça va prendre également un compte Google.
Donc, pour aller sur Data Studio, ah oui, puis avant, également, toutes les instructions, c'est un document explicatif là, de l'atelier qu'on va faire aujourd'hui et ici également sur le Drive. Donc, si jamais il vous manque une étape ou n'importe quoi, vous pouvez vous référer. Puis, and there's a English part 2. Donc, juste aller sur, si par exemple, j'écris Data Studio sur Google, il y a également le lien dans le document. Donc, juste prendre le premier, là, datastudio.google.com, tout simplement. Puis, vous connecter grâce avec votre courriel Google, votre Gmail. Donc, je pourrais laisser peut-être une petite minute là, pour que tout le monde puisse se rendre à l'endroit que je suis rendu. Donc, simple, Data Studio sur Google, on prend le premier, on appuie dessus, puis on se connecte avec notre compte Google. Si jamais là, si jamais il y en a qui n'ont pas suivi, juste à me le dire. Donc, comme vous voyez, là, moi ici en bas, j'ai déjà quelques croquis là, déjà de fait. Vous, normalement, vous n'aurez rien. Puis, on va commencer un rapport, là, un nouveau rapport qui est complètement vierge. Puis, on va commencer là, étape par étape à faire notre dashboard à partir de Data Studio. Puis Data Studio, c'est intéressant ici. Data Studio offre des dashboards là, déjà préconçus. Il y a une façon de les utiliser, là, ça peut être intéressant aussi. Mais aujourd'hui, pour vous montrer là, comment que ça fonctionne, comment accéder aux fonctions, tout ça, on va partir là, d'un document vierge. Donc, je pense, à moins qu'il y en a qui ne sont pas rendus, on va commencer. Donc, on appuie ici sur le plus à gauche, rapport vide, pour commencer un nouveau rapport. Donc là, il me demande déjà mes données. Donc, la première étape, là, au début, comme qu'on peut voir ici, ça se peut qu'ils se mettent en mode affichage seulement. Donc, on ne peut pas modifier. Il faut juste aller en haut, changer là, le mode affichage ou modifier. Comme ça, maintenant, on est en mode modification de notre dashboard. Donc, la première étape, ça va être d'ajouter des données. Les données que je viens de vous parler, là, le jeu de données afrique.csv. Comme Michael l'a dit, là, il y a vraiment plusieurs façons d'importer des données sur Data Studio. Puis même Google offre des données, là, ils mettent des données à disposition là, sous différentes formes. Nous, on va y aller plus simplement avec notre propre jeu de données. Donc, pour importer notre jeu de données, on prend la flèche ici, importation de données. Il nous apparaît cette page-là ici. Puis, vous pouvez soit glisser directement là, votre fichier, là, par exemple, moi je l'ai proche ici. Vous pouvez soit le glisser directement ou sinon là, importer, là, il va vous rediriger. Là. Moi, il apparaît directement. Là. Ça aussi, je peux laisser peut-être un petit 30 secondes pour retrouver votre fichier. Ça, ici. Donc, j'espère que tout le monde est correct. Je peux le faire là, en même temps que vous. Et voilà, je glisse le fichier dedans. Là, il apparaît cette page-là. Là, il est en traitement. Le fichier est importé. On peut faire ajouter. Maintenant qu'on a notre jeu de données. Ajouter. Oui. Désolé, quand moi j'ai cliqué, il y avait d'abord une petite configuration à faire, donc j'étais resté sur ça. C'est maintenant que j'ai la page qui s'affiche comme la vôtre. OK. Mais est-ce que ça a fonctionné? Oui, j'ai fait toute la configuration, ça a fonctionné. Excellent. Maintenant, je suis là où il y a ajouter des rapports. Ouais. Maintenant, on peut faire ajouter au rapport. Comme ça. Est-ce que vous avez la même chose que moi? Non, pas encore. Peut-être qu'il prenait un peu de temps là, pour importer le jeu de données sur. Donc là, on a un premier tableau ici là, qui va être affiché par défaut.
Ce tableau-là, là, pour l'instant, on n'en a pas besoin, donc on peut là, appuyer dessus puis simplement l'effacer. La première chose qu'il faut faire là, pour pouvoir jouer avec nos données, il faut faire pour commencer une vérification que notre jeu de données est bien configuré. Donc, pour faire ça, on va aller appuyer en haut sur Ressources. Puis on va appuyer sur Gérer les nouvelles sources de données. Là, il va nous apparaître ici. Notre jeu de données est supposé être ici. Pour aller faire la vérification, on va aller appuyer sur le crayon ici au centre, Modifier. Puis là, il va nous apparaître notre jeu de données avec les dimensions, comment que Data Studio les appelle, ou les attributs. Là, puis on va avoir tous nos attributs, puis leur type. La seule vérification qu'on a à faire, c'est d'aller vérifier que la dimension ici, Country, pour pays, est bien de type pays. Parce que Data Studio, lui, reconnaît les noms de pays, puis va en produire des polygones de ces pays-là. Donc, si je peux vous montrer rapidement, ici, on a le jeu de données là, dans un format CSV. Donc, la colonne de pays, c'est vraiment là, seulement des noms de pays, simplement. Puis, Data Studio, lui, va reconnaître ces noms de pays-là, puis va en produire des polygones de pays. Donc, si jamais vous n'avez pas le type pays ici, juste appuyer comme ça, ça veut dire que moi, ici, il a bien reconnu le type pays. Puis, appuyer, puis aller dans Données géographiques, puis appuyer sur pays. Comme ça, vous allez configurer là, comme il faut votre type. Donc, c'était simplement ça la vérification à faire. Une fois que c'est fait, on peut aller appuyer sur OK, puis ensuite, à la même place, fermer. Donc, est-ce que tout le monde me suivi? Est-ce qu'il y a des questions? On serait prêt à commencer là, à insérer des tableaux, puis des filtres, puis à construire notre dashboard. Donc, ça semble être beau. Donc, le premier outil qu'on va utiliser, ça va être d'ajouter un premier graphique. Donc, pour ajouter les graphiques, Data Studio, là, c'est intéressant pour ça. Il y a vraiment une multitude de graphiques qui sont offerts puis qui vont se relier directement aux données qu'on a ajoutées. Donc, on va appuyer ici là, en haut sur Ajouter un graphique. Puis le premier graphique que je vais vous montrer, c'est dans la section Google Maps ici. On va prendre le deuxième, la carte Choropleth. Donc, une fois qu'on a appuyé, on peut aller la porter où qu'on veut, la carte. Là. On va juste avoir à appuyer, puis la carte va apparaître. Donc, voici la première carte. Cette carte-là est intéressante là, parce que c'est un peu comme une carte Google Maps là, intégrée dans notre dashboard qui va directement justement s'intégrer. Puis, on a déjà plusieurs fonctions là, qui sont intégrées. Par exemple, on a zoom, dézoom, on a relocation, puis on a même passé en plein écran. Donc, c'était juste pour montrer rapidement. Donc, cette carte-là, en ce moment, on a nos polygones des pays, mais premièrement, là, ce qui est affiché, c'est le record count. Ça ne nous indique rien, ce n'est pas très intéressant pour nous. On va aller le changer. Donc, premièrement, vous allez appuyer sur la carte. Une fois que la carte est appuyée comme ça, on va avoir les deux sections qui vont apparaître à droite, la section données puis la section style. Pour aller changer les valeurs à l'intérieur des pays, il va falloir aller dans la section métrique couleur ici. Puis là, vous allez pouvoir changer là, votre statistique là, qu'on veut afficher. Vous pouvez prendre un peu n'importe quelle. Moi, j'affiche population qui est plus à la fin. Donc, c'est intéressant de voir là, les différentes populations selon les pays. Puis, on a justement là, une infobulle qui apparaît pour tous les pays disponibles avec la population dedans. Ensuite de ça, ce qu'on peut faire, c'est d'aller modifier le style. Je vais vous montrer quelques petites fonctions qu'on peut faire. On peut premièrement changer, comme ici, là, on a un arrière-plan là, ou une base map qui est complètement grise. Ça peut être plus intéressant d'aller de prendre une image satellite. Donc ici, dans style, dans la première section, le calque d'arrière-plan, vous pouvez appuyer par exemple sur satellite comme ça, puis vous allez avoir une image satellite en arrière-plan.
Ensuite, il y a plusieurs autres fonctions sans toutes les regarder avec vous, mais je peux laisser aussi là, comme un 2 minutes là, en attendant que j'en montre quelques-unes. Vous pouvez explorer de votre côté. Donc, par exemple, ici, on a l'opacité de nos zones, de nos polygones. Donc, ici, par exemple, on met 100%, on ne voit pas en arrière. Puis, si on met un peu moins, mettons, on met 50%, bon, on peut le laisser comme ça. Ensuite, on pourrait changer la couleur de nos polygones de pays, par exemple en orange comme ça. On peut voir un peu mieux là, par rapport à l'océan. Puis, il y a différentes fonctions là, qui peuvent être affichées dans la carte, là, comme ici, notre dashboard, on va afficher cette carte-là plus en petit. Là, par exemple, changer directement à partir de la carte plan ou satellite. C'est peut-être moins intéressant là, parce que ça cache en certaines parties la carte. Donc, on va le décocher. Puis, ça, c'est simplement une échelle. On peut l'ajouter, là. Ensuite, là, il y a vraiment, par exemple, la légende. Bon, nous, on a seulement une statistique. Dans notre cas, on ne va pas toucher à ça vraiment. Mais si vous avez là, plus de données à afficher, là, si par exemple, vous affichez plusieurs statistiques en même temps, ça peut être intéressant. Puis, finalement, on a l'arrière-plan et les bordures. Donc, ça ressemble à ça pour la première carte. Donc, vous avez pu jouer un petit peu avec ces données-là, puis vous pourrez revenir là, après, là, comme c'est enregistré, puis il y a le document du déroulement. Ensuite, on va ajouter une deuxième carte. Encore une fois, à la même place en haut, ajouter un graphique. Puis cette fois-ci, on va ajouter la carte géographique ici. Il y en a une seule dans le graphique géographique. On va appuyer dessus, puis on va l'ajouter sur notre dashboard. Donc, cette carte-là, c'est une carte qui est plus statique. Elle ne va pas bouger comme la carte Google Maps, mais elle a certaines particularités intéressantes aussi. Donc, même chose, on peut aller vérifier là, que c'est bien notre dimension géographique country qui est ici, qui est affichée. Ensuite, cette carte-là, puisqu'elle est statique, on ne peut pas la zoomer. Il faut aller décider là, justement de notre zone de zoom, ça va être où. Donc, encore une fois, en appuyant sur le graphique, dans la section données, juste descendre un petit peu jusqu'en bas ici, puis on a la zone de zoom. Donc, on peut aller modifier ça. On peut la zoomer pour l'Afrique seulement, comme ça va être plus intéressant. Puis, cette carte-là, on peut également, là, un peu comme l'autre, on a certaines particularités qu'on peut aller changer. Il y en a un petit peu moins. Encore une fois, on peut changer, par exemple, notre couleur pour différer de l'océan, qu'on peut changer également, là, qui est l'arrière-plan ici. Je vais essayer de ne pas aller trop vite. Hein. Par exemple, on pourrait mettre un bleu pâle. Puis, on a les bordures. Là. Bon, on ne s'occupe pas de ça pour tout de suite. Donc, là, ce qu'on va faire ensuite, on va faire un filtre de données sur nos pays pour, par exemple, enlever certains pays comme, par exemple, si on voulait en enlever certains là, pour une visualisation de statistiques ou sur la carte. Donc, pour faire un filtre, on va aller on appuie encore une fois sur la carte, on va aller dans la section données, puis on va aller jusqu'en bas dans la section filtrée, puis on va faire ajouter un filtre. Donc là, il va apparaître cette section-là ici. J'espère que tout le monde me suit. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. On peut donner un nom à notre filtre. Comme moi, j'ai décidé qu'on faisait un filtre des pays ayant... on allait exclure les pays qui ont 50 millions d'habitants et plus. Donc, on pourrait écrire filtre population, par exemple, juste pour la reconnaître. Filtre population, on a bien notre jeu de données. Donc, pour exclure les pays, on va faire exclure. Puis, on va sélectionner un champ. Comme j'ai dit, la population. Donc, on va aller chercher le champ population. Puis là, il va falloir ajouter aussi une condition, par exemple, pour exclure les pays ayant 50 millions d'habitants et plus. On peut faire supérieur ou égal à, comme ça. Puis là, on va mettre le numéro
qui équivaut à la population. Donc 50 millions, 50, 6 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, notre filtre serait complet. Il y aurait moyen d'ajouter, par exemple, d'autres filtres qui excluraient encore plus de choses une avec les autres, ou faire des filtres en ou aussi. C'est soit un ou l'autre, mais pour simplifier aujourd'hui, on va juste faire un filtre simple comme ça. Donc, on va faire enregistrer pour enregistrer notre filtre. Donc là, comme on peut voir sur la carte, par exemple, ici, le pays au centre, il y avait plus que 50 millions d'habitants, donc il a été retiré. On ne peut plus appuyer dessus. Il y en a quelques-uns comme ça. Les autres fonctionnent encore. Donc ça, c'était la fonction de filtre qui peut être intéressante là, pour visualiser des données. Puis tout se met à jour en même temps, là, comme la légende également, là, vous voyez, elle tombe à 44 millions d'habitants parce que les pays ont été enlevés. Donc, est-ce que tout le monde est correct jusqu'à maintenant? On pourrait continuer si jamais tout le monde est correct. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un autre graphique, cette fois-ci un graphique à barre, pour visualiser certaines données également. On peut soit prendre là, le graphique à barre ou à colonne. Moi, je vais me prendre le graphique à barre ici. Bien, de toute façon, après ça, on peut le changer. Donc, on va pouvoir l'insérer sur notre carte. On peut le grossir un petit peu. Donc ici, on a un graphique à barre quand même simple des pays avec le nombre d'habitants. Bon, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la statistique à l'intérieur du graphique pour pouvoir comparer des données par la suite. Donc, vous allez cliquer sur votre graphique, encore une fois, dans la section données, puis vous allez aller dans statistiques, et on va changer la statistique. Puis, on va aller chercher, par exemple, une autre statistique, GDP, qui est le PIB par pays. Comme ça. Donc, ensuite, on peut aller modifier. Là, encore une fois, là, ça se ressemble, mais il y a quelques fonctions qui diffèrent entre les types de graphiques. On peut aller là, en cliquant sur le graphique dans le style ici à droite. Puis, par exemple, on peut changer le sens de notre graphique. On peut monter ou descendre le nombre de barres. Ensuite, on peut changer la couleur. On pourrait le mettre, par exemple, la même couleur que l'autre. Ensuite, on peut afficher les axes ou ne pas les afficher. On veut les garder. Si on descend encore, on a, par exemple, si on affiche le titre des axes, on peut les ajouter. Même chose pour l'axe X ici. On peut l'ajouter. Ensuite, on a les paramètres de la grille, qui est comme l'arrière-plan en arrière des barres ici. Ça se modifie également, le contour, la couleur, le contour. Donc, il y en a plusieurs. On a également une option de légende. Nous, on ne l'utilise pas vraiment. Puis, encore une fois, là, on peut changer les couleurs d'arrière-plan. Par exemple, mettre une autre couleur. Ça va nous ramener en haut. Là. Mais bon, pour l'instant, on peut laisser ça en blanc. Mais c'est comme vous voulez. Là. Ici, là, vous avez vraiment toute la latitude là, de changer vos paramètres. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, un truc intéressant qu'on pourrait faire, c'est de faire des statistiques croisées ou un filtre croisé, là, comme qu'il l'appelle. Donc, on va pouvoir, par exemple, sélectionner des pays sur un des tableaux, puis la sélection va continuer sur les autres tableaux qui ont cette fonction-là d'activer. Donc, pour le faire, on appuie sur le premier tableau, puis on descend jusqu'en bas dans la section données, puis on va aller appuyer sur le curseur filtrage croisé. Comme ça. Donc là, il est activé. Puis on va faire la même chose avec le deuxième tableau. On appuie dessus, données, jusqu'en bas, filtrage croisé. Donc, tout le monde me suit. Donc là, ce qui est intéressant, ben là, dans notre cas, là, on a seulement comme le GDP, qui est le PIB avec la population. C'est peut-être pas
les données les plus intéressantes à comparer. Mais par exemple, si on appuie sur un pays ici, l'Algérie, seulement l'Algérie va sortir de l'autre côté. Puis l'autre façon de faire aussi, c'est qu'on peut tenir, par exemple, le bouton contrôle, puis sélectionner plusieurs pays en même temps, comme ça, puis faire des comparaisons. Puis les tableaux, ils se mettent à jour, là, comme le tableau ici, là, même la légende, les couleurs se mettent à jour là, automatiquement en sélectionnant plusieurs pays à la fois. Donc ça, c'est une fonction qui peut être intéressante. Puis aussi, comme je n'ai pas activé le filtrage croisé pour notre troisième tableau là, en bas à gauche, mais lui, si je m'en vais sélectionner dessus, ça ne va pas fonctionner. Il va seulement, il peut répondre là, par rapport aux autres tableaux, mais lui, il ne va pas faire de sélection si on va appuyer dessus parce qu'on n'a pas activé le filtrage croisé sur celui-là. Donc, ensuite, on pourrait ajouter un autre graphique, par exemple, un graphique en anneau. Donc, on peut aller ajouter un graphique ici en haut, encore une fois. Donc, le graphique en anneau, ça va être dans la section secteur, puis le deuxième. On a le graphique en anneau. Celui-là, c'est plus pour le montrer. Là. Il y a moins de fonctions un peu associées. Une fois que c'est fait, on peut aller l'ajouter sur notre carte, sur notre dashboard, comme ça. Donc, ici, encore une fois, la même chose. Là, on peut aller modifier la statistique affichée. Par exemple, la population, ça fait, vu qu'il y a beaucoup de pays, là, ça fait une grosse section autre. On pourrait trouver une meilleure statistique à afficher. Je ne sais pas si population. Bon, population, ça devrait être un peu mieux. Comme ça. Donc, lui aussi, là, il y a plusieurs. Je peux vous laisser peut-être 30 secondes là, pour aller voir les fonctions. Mais ça ressemble, là, c'est souvent la même chose. Là, légende, arrière-plan, bordure. On peut monter et descendre le nombre de secteurs également. Si par exemple on a une grosse section autre, c'est sûr, là c'est parce qu'il y a beaucoup de pays là, dans notre jeu de données. Mais on peut augmenter le nombre de secteurs comme ça. Ensuite, on peut appliquer là, différents jeux de couleurs. Là, une seule couleur qui va de plus de foncé à pâle. On peut le laisser comme ça. Donc ça, c'est l'autre tableau que je voulais vous montrer. Ensuite, on pourrait importer un autre tableau qui est un tableau simple, là, mais qui va afficher nos données. Donc, c'est dans Ajouter un graphique, encore une fois, le premier tableau au tout début. Puis, on va aller l'ajouter ici. Là, on a moins de place. On va faire un petit peu de place. Donc, ce tableau-là, là, c'est vraiment comme une table de nos données. Puis, on peut le modifier là, comme qu'on veut. Selon qu'est-ce qu'on veut afficher. Donc ici, là, il y a la population. On pourrait ajouter d'autres statistiques en faisant ajouter une métrique, par exemple. Comme ça. Puis on pourrait mettre, par exemple, l'area, la surface. Ça ajoute, si on fait ça, ça ajoute une nouvelle colonne à notre tableau. On peut en ajouter autant qu'on veut. Là, on le garde petit. Donc, on ne va pas trop en ajouter. Ce qu'on pourrait faire, c'est une mise en forme conditionnelle. Ce qui est intéressant pour visualiser parce qu'on peut voir là, selon la force d'un nombre, par exemple, la plus grosse population va avoir une certaine couleur jusqu'à la plus petite. Donc, pour faire ça, on va aller appuyer sur le tableau. Puis on va aller dans ici, données, on va aller dans Style. Puis on va appuyer sur Mise en forme conditionnelle. On va faire Ajouter. Donc là, on arrive sur une page ici comme ça. Une couleur unie, là, dans notre cas, c'est un peu moins intéressant pour visualiser le tableau. Donc, on va appuyer sur Dégrader de couleur. Puis, on va sélectionner le champ sur lequel on veut faire notre
notre dégradé de couleur. Donc ici, on pourrait par exemple prendre la population, ça va être de haut en bas, là, une couleur foncée vers une pâle. On pourrait prendre ça comme ça, c'est juste pour montrer. Puis là, on peut choisir notre couleur. Moi, je prends souvent dans les deux là, parce que les autres, je trouve que c'est moins représentatif un petit peu. Donc, on peut prendre, par exemple, la rouge. Puis là, on peut changer les couleurs ici aussi, là, mais pour nous, c'est pas nécessaire. Donc, une fois que c'est fait, on a fait notre mise en forme conditionnelle. On peut faire enregistrer. Donc là, ça va nous faire, ça nous fait une petite fonction comme ça là, de style où ce qu'on a une couleur foncée pour les chiffres les plus grands jusqu'en bas en blanc pour les chiffres plus bas. Donc c'est pas mal ça. Là, on arriverait à la modification du thème général du dashboard. Donc là, on a quelques tableaux avec certaines fonctions, mais notre dashboard, là, il est toujours un fond blanc, là, un peu monotone. Donc, on va pouvoir changer ça. Pour changer ça, on peut appuyer sur thème et mise en page ici en haut. Juste ici. Puis là, Data Studio va nous proposer là, une série là, de thèmes à envoyer, de couleurs à envoyer là, vers notre dashboard. Là, c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de bordures, on n'a pas beaucoup d'éléments là, qui superposent les tableaux, par exemple. Là, ici, par exemple, des titres, des choses comme ça. Donc, ça ne va pas beaucoup changer, mais c'est pour le montrer surtout. Là, par exemple, je pourrais aller dans un noir comme ça. Puis là, tous nos tableaux deviennent en noir, les fonds. Mais là, on voit moins bien avec ça. Fait que je vais laisser un blanc. Ce qui est intéressant aussi, là, ce que Data Studio peut offrir, c'est extraire un thème selon une image. Donc, si par exemple une entreprise, une organisation veut aller chercher les couleurs là, de ses logos, donc il peut aller, Data Studio va extraire là, les couleurs de son logo. Je peux vous faire une démonstration rapidement. Peut-être que vous n'avez pas un logo proche. Donc, c'est pas très grave, là, c'est plus pour vous le montrer. Donc, on va appuyer ici, là, toujours dans thème et mise en page. En bas complètement, extraire un thème de l'image, puis importer depuis l'ordinateur. Donc là, j'avais par exemple des logos là, de la présentation. On peut prendre celui-là. Puis là, il va nous proposer des thèmes, puis il va également importer les couleurs du logo, puis ils vont être facilement accessibles par la suite. Excusez-moi. Donc, on peut prendre le premier, par exemple, même si ça ne va pas changer tant que ça. Donc, ça, c'est la première chose pour le thème. Ce qu'on peut faire également, là, si on veut modifier à la main pour ajuster là, le visuel de notre dashboard, on peut aller, par exemple, dans Insertion, jusqu'en bas. Il y a vraiment là, il y a toutes sortes de façons de le faire, là, mais pour ajouter, par exemple, là, une barre en haut, on peut prendre rectangle, on peut prendre une plage de texte, comme ça. Puis on va aller ajouter un tableau, pas un tableau, un rectangle en haut comme ça, qui va être comme notre haut de page, là. Donc, on peut aller, par exemple, une fois qu'on est dans la zone de texte qu'on a ajouté, on peut aller dans l'arrière-plan et bordure ici. Puis là, peut-être vous n'allez pas avoir exactement ces couleurs-là, mais les thèmes, selon le logo que j'ai importé tantôt, sont juste ici. Là, les couleurs, là, ils sont là. Donc, par exemple, là, le vert, là, il ressemble également au vert de l'Université de Sherbrooke. Là, on pourrait prendre ça comme ça. Donc, aussi simple que ça. Puis, on peut, par exemple, en ajouter d'autres là, dans Insertion pour un titre, par exemple. Un autre texte. Puis, on va ajouter... Oups. On va ajouter un titre, on pourrait dire dashboard. Dashboard, présentation, par exemple. Puis là, on va vouloir le grossir. On va appuyer dans la zone de texte. Ça va apparaître à droite ici.
Puis là, on peut grossir notre zone de texte. Quand même gros, comme ça. Donc là, on a notre premier croquis là, de notre Data Studio. On peut également là, importer par exemple des logos. Encore une fois, peut-être qu'ils ne sont pas à proximité pour vous, là, mais moi j'en ai ici. Donc, je ne sais pas si ça slide comme ça. Non, ça ne veut pas. Il faudrait que j'aille dans Insertion, Image. Puis là, je vais mettre un carré comme ça. Puis là, le carré, maintenant on peut importer une image dedans. On peut aller ici, là, dans la zone, sélectionner un fichier. Puis là, on va voir le logo qui va vouloir apparaître. Comme ça. Mais là, pour vous épargner, j'en avais un proche ici. J'en avais deux. Donc là, ça l'a embarqué par-dessus. Ah non. On va l'effacer. Sinon, ça prend trop de place. Bon, comme ça. Fait que là, on a déjà là, une petite page de présentation. Il faudrait que j'aligne ça un peu, là. Mais bref, c'est des détails. Ensuite de ça, ce que je vais vous montrer, c'est des insertions de commandes intégrées. Le Data Studio là, a ces commandes-là. Je vais essayer de faire un petit peu de place en réduisant un petit peu mes tableaux pour aller insérer là, des commandes ici en haut. Ben, je pourrais changer un peu la couleur. Juste thème et image. Je vais le mettre juste en gris ici pour que ce soit pas juste du blanc. Non, c'est dans thème, personnalisé. Puis là, arrière-plan, on va mettre juste comme un gris pâle comme ça. Bon. Fait que là, comme je disais, on va aller insérer des commandes intégrées qui sont dans Ajouter une commande ici en haut. Puis il y en a vraiment là, il y en a vraiment plusieurs. On pourrait prendre par exemple un filtre avancé qui va permettre de faire, je vais vous montrer comment ça fonctionne là, qui va permettre de faire comme une recherche des éléments qu'on veut dans nos graphiques directement. Par exemple, ça va aller mieux quand je vais le faire là, que quand je l'explique. Maintenant qu'on a notre petite fenêtre ici, comment qu'elle s'appelait, qui était le filtre avancé, on va pouvoir modifier le premier paramètre ici, par exemple, contient. Puis là, on pourrait dire, on veut avoir tous les pays qui commencent par N ou par N. Puis là, on va faire Enter. Puis là, tous nos tableaux vont changer, puis ils vont nous afficher seulement les pays qui commencent par N. Puis là, bon, on peut faire là, vraiment plusieurs sélections avec ça. C'était vraiment juste un exemple. Est-ce que tout le monde me suit toujours? Ça semble être OK. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, encore une fois. On pourrait ajouter, par exemple, une autre commande, là, vraiment pour les montrer. Il y en a plusieurs. Par exemple, un sélectionneur de plage de date, souvent, c'est populaire, pour des données là, qui ont plusieurs plages de date dans ces données-là. Pour, par exemple, juste prendre des données d'une année, on peut aller sélectionner la date de début, date de fin, puis faire appliquer. Puis ça va sélectionner là, dans nos tableaux comme automatiquement juste l'année ou les années qu'on désire. Donc ça, c'était l'autre commande. Il y en a vraiment plusieurs. Là. Vous pouvez jouer, là, ne sont pas compliqués en plus. Par exemple, c'était quoi dans l'autre que j'avais? C'était case à cocher. C'est ça? Ah non, c'était pas ça. Bref, vous pouvez aller vraiment jouer avec ça là, comme vous voulez. Il y en a vraiment plusieurs qui peuvent agrémenter votre tableau. Oups, là, je vais l'effacer, ça. Donc, ensuite, je pourrais enlever la sélection. Être ici. Je peux enlever la sélection pour revenir à nos données de base.
Ensuite de ça, je pourrais vous montrer aussi comment, par exemple, si vous créez un dashboard comme ça, puis vous voulez le partager à votre organisation, ça peut être intéressant là, de comprendre, de comprendre ouais, les paramètres. Donc, pour aller partager, puis il y a des options. Là. Vous allez aller en haut ici à droite dans Partager. On peut cliquer. Donc, ici, on a la fonction modification autorisée ou consultation autorisée en envoyant directement, là, si vous sachez l'adresse email de la personne, si vous savez l'adresse email de la personne à qui l'envoyer. Ça peut être une façon de faire. Sinon, si vous voulez, si vous voulez gérer l'accès, mais l'envoyer là, à vraiment plusieurs personnes en même temps ou même à des dizaines de personnes, on va dans Gérer l'accès. Puis là, vous allez pouvoir envoyer un lien qui va donner accès. Donc là, en ce moment, on est sur l'accès est désactivé. L'accès est réservé juste aux personnes à qui je l'envoie. Donc, on pourrait, par exemple, le changer pour accès autorisé pour tous les utilisateurs disposant du lien. Puis, ces utilisateurs-là vont pouvoir aller le consulter ou le modifier même. On pourrait faire modification autorisée pour tous les utilisateurs disposant du lien. Donc là, vous faites enregistrer, puis vous pouvez copier le lien ici, puis ça va être facile là, de partager à toutes les personnes que vous voulez. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais montrer? Ah oui, je pourrais montrer une étape un peu plus avancée de Data Studio qui va commencer par... Là, je vais enlever la sélection. Comme ça. Donc, on peut aussi dans Data Studio modifier là, directement à partir de nos tableaux le jeu de données. Donc, on peut, là, sans aller jouer dans le jeu de données à l'externe, le retélécharger. On peut faire ça directement à partir voyons, du tableau, par exemple, ici. Puis pour faire ça, il va falloir créer une nouvelle dimension. Puis, là, ça demande... là, faut juste que je me rappelle c'est où. C'est dans... Ah oui, c'est ici. Dans Dimension, en appuyant sur le tableau d'en bas, on va aller dans Dimension ici, puis on va faire Ajouter une dimension. Là, par exemple, il va nous demander quelle dimension qu'on veut ajouter. Mais là, nous, on veut créer un nouveau champ à partir des données actuelles. Donc ça, c'est une étape un petit peu plus avancée. Ça demande pas de la programmation, mais juste une ligne de commande. Donc, on va faire créer un champ. Là, on pourrait donner un nom. Là, on pourrait donner... Ah, c'était selon la fertility. Donc, on pourrait donner fertility level comme ça. Puis là, dans le document qu'on vous a envoyé... Oups. Ah, il n'a pas aimé ça que je clique ailleurs. Je vais recommencer après. Dans le document qu'on vous a envoyé avant l'atelier, il y a, si je clique ici, il y a la ligne de commande pour faire cette étape-là. Donc, peut-être que je suis allé trop vite, là, mais ici, dans le courriel, dans le lien Google Drive qui arrive ici, vous avez le document explicatif que vous allez pouvoir consulter également. Puis dans ce document-là, il y a la ligne de commande, que j'espère qu'on vous pouvez la copier-coller. Oui. Donc, on a la ligne de commande ici. Donc, si vous voulez le faire en même temps que moi, vous pouvez la copier-coller. Oups. Bon, je ne peux plus appuyer en haut. Je vais juste retourner. Bon, on est revenu ici. Donc, une fois qu'on a la ligne de commande, on peut aller, je vais la refaire là, parce qu'elle a comme disparu. On peut aller ajouter notre dimension, comme tantôt, comme je vous ai montré. On appuie sur le tableau d'en bas. On va dans la section Données.
On fait ajouter une dimension. Puis là, il va afficher toutes les dimensions. Nous, ce qu'on veut, c'est créer un nouveau champ. Donc là, fertility. Excusez-moi, là, ça l'a effacé la création que j'avais faite tantôt. On va le refaire. Puis là, ce qu'on va vouloir faire, c'est de créer un nouvel attribut, une nouvelle dimension à partir de dimensions existantes. Donc, comme ici, je vais utiliser la dimension fertilité ou fécondité en français. Puis, on va décider selon le chiffre, ça va être quoi le niveau de fécondité par pays. Donc, pour faire ça, là, j'ai copié-collé la ligne de commande. Donc, de la manière que ça fonctionne, c'est, là, peut-être, je ne vais pas tout vous expliquer là, chaque terme, mais on va prendre la fécondité en haut ou supérieure ou égale à 2,30 dans notre base de données. Puis, on va y attribuer la valeur qualitative, le nom I, pour dire c'est une haute. Puis la même chose pour en bas ou égal à 2,30. Bon, là, je suis allé simplement, le 2,30, c'est la moyenne mondiale. On aurait pu là, créer plusieurs autres là, noms d'attributs, mais là, on va y aller simplement là, juste haut ou bas. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis là, on peut y attribuer un texte, un type. Puis, bon, on va le laisser en texte là, vu que c'est des noms communs. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions sur ça. Peut-être que ça, c'est un petit peu plus avancé là, que les autres étapes, les étapes précédentes. Donc, le petit langage, là, je pourrais également, là, s'il y en a qui veulent en apprendre plus sur le petit langage qu'ils utilisent ici, sur le site là, de Data Studio, là, c'est tout indiqué comment faire nos petites fonctions comme ça, nos petites créations d'attributs. Donc, on pourrait faire appliquer, puis là, notre nouvel attribut avec nos nouveaux noms communs équivalents à chaque numéro, soit plus bas ou plus haut de 2,30, va apparaître dans le tableau sous forme d'un nouvel attribut. Donc, on pourrait faire appliquer. Donc, la fertilité apparaît ici, là, selon les pays. Puis, donc, pour tous les pays, ça va fonctionner. Oups. Je ne vais pas me le laisser. Et voilà. Donc, ça, c'était l'étape avancée de fertilité. Donc, toutes ces étapes-là, là, c'est dans le document qu'on vous a envoyé là, avant la discussion. Tout est redétaillé. Il y a même il y a une petite introduction également là, à Data Studio. Si jamais là, vous avez des questions, vous voulez aller plus loin, ouais, c'est ça. Si vous voulez aller plus loin, vous avez des questions par rapport à Data Studio, il y a plein de tutoriels en ligne également, mais gênez-vous pas là, à m'écrire ou à me demander. Ça ferait le tour là, de la présentation pour le Data Studio. Donc, on arrive à notre étape finale ici. On pourrait là, le rendre beaucoup plus beau que ça. Là. On pourrait ajouter par exemple des contours. Ah oui, je pourrais mettre par exemple un petit titre ici, montrer comment. Dans insertion, on va aller, même chose que tantôt, là, je vais juste le faire pour la forme, là, mais ça, c'est pas compliqué. Oups. Donc là, notre zone de texte, on pourrait dire GDP selon les pays d'Afrique. Oups. On pourrait aller changer sa couleur d'arrière-plan pour la même que notre titre. On pourrait aller changer la bordure.
On va la mettre en noir. Changer l'épaisseur de bordure. Même chose pour notre tableau. En appuyant dessus, on arrive à la même place. Arrière-plan et bordure. Bordure ici en noir. On le met en 2. Là, je vais peut-être pas le faire là, pour tous les tableaux parce que c'est toute la même chose. Mais on peut aller chercher là, un fini un peu plus beau comme ça. Je pourrais même centrer le titre. Bon, rendu là, on arrive dans les détails, mais c'est ça. On peut là, vraiment rendre ça plus beau encore de cette manière-là. Donc, on arriverait pas mal à la fin de la présentation pour le début, la première présentation de l'atelier 1. Je ne sais pas si tout le monde a suivi ou si vous avez des questions, n'hésitez pas, là, ce serait le moment, vu que ce serait la fin de la présentation. Parfait, merci Philippe. Je vois qu'il y a des mains levées, je vais laisser poser les questions. Oui, Amirouche. Merci Philippe pour la présentation. Pas de problème. Moi, la question que j'ai, c'est que si je veux ramener de l'information, là, tu as ramené de l'information géographique, je dirais c'est des pays, mais moi, si j'ai donc d'autres, je ne sais pas, j'ai des villes, par exemple, pour tout le Québec, etc. Est-ce qu'il reconnaît, comment vous faites pour qu'ils reconnaissent est-ce qu'il y a moyen pour qu'ils reconnaissent les noms de villes? Comment que ça fonctionne? OK. Je l'ai dit là, probablement trop vite au début, mais le Google Data Studio, il reconnaît, par exemple, les pays avec le nom du pays. Ça va être un peu le même principe avec, par exemple, les continents. Pour les villes, il faudrait que j'aille dans... attends un instant. Donc, il va reconnaître là, vraiment là, la valeur, pas la valeur, mais par exemple le nom de pays, le nom de la ville, il va la reconnaître, puis juste aller voir là, comme au début, là, quand on faisait la vérification, dans gérer les nouvelles sources de données, ressources, gérer les nouvelles sources de données. Puis là, je vais te montrer là. Puis là, ici, on a tous les types de géographie, pas de géographie, mais de tous les types que Google Data Studio reconnaît. On a continent, sous-continent, pays, sous-division de pays. On a les villes, les codes postales, les adresses, les longitudes, latitudes. Donc, lui, il va vraiment reconnaître là, par la valeur qualitative. Ça répond parfaitement à ma question. Merci beaucoup. Excellent. Donc, c'est ça qui est intéressant de Data Studio, c'est que pas besoin là, d'avoir de données, là, des shapefiles, etc. Là, quand on rentre là, dans les outils GIS, c'est de façon très simple que ça fonctionne. Merci. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Oui, Philippe. Oui. C'est Khalifa. Est-ce que tu pourrais afficher aussi des vidéos là, sur ton dashboard? Me semble que oui. Ça, je ne l'ai pas fait. Il faudrait que j'aille vérifier. Là. Je ne veux pas dire de quoi que c'est pas ça, mais oui, on peut ajouter. Ah, ok, vas-y. On peut mettre un URL. Donc. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut intégrer ce qu'on appelle des embeds, donc URL d'intégration, c'est-à-dire que on peut mettre des vidéos sur YouTube et puis récupérer ce qu'on appelle le code d'intégration et voir la vidéo directement dans le dashboard. Donc en fait, tout ce qui est code d'intégration, donc les médias extérieurs, les vidéos YouTube, des pages web de l'extérieur également, et c'est là où on pourrait rajouter d'autres composantes cartographiques plus enrichies qui proviennent de l'extérieur en code d'intégration. On pourrait intégrer une cartographie faite avec ArcGIS Online également en récupérant son code URL. Puis c'est la même chose avec les vidéos. On peut intégrer toutes les vidéos YouTube. Il suffit de copier ce qu'on appelle le code d'intégration de la vidéo. Il y a aucun problème. OK.
Puis est-ce que, Michael, juste pour être sûr, est-ce que ça fonctionne ici, là? Intégration d'URL? Oui. Là, ouais, c'est ça, c'est aussi simple. Hein? Il suffit d'aller Puis sur. puis on peut aller chercher l'URL. Tu vas sur YouTube et tu prends une URL, comme ici, tu en as une. Là. Je sais pas c'est quoi, là. Je suis mieux de. Pas certain de ce que Au cas c'est. où. Ok. Ouais. Mais ouais. Fait que ça fonctionne comme ça. Merci, Michael. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a Simon. Allô Philippe, tu m'as entendu? Salut. Oui, je t'entends. Ah, merci pour la présentation. J'avais une question un peu. Ah, ben il y avait une question dans le chat aussi. En tout cas, je me demandais. Je vais la regarder après. Est-ce que c'est possible de. C'est possible de genre rendre un peu dynamique une boîte texte pour que le titre change en fonction de la sélection? Je sais pas ça. De sélectionner la Guinée, est-ce que c'est possible de dire, mettons, GTP pour la Guinée? Ouais, comme automatiser le titre. Peut-être qu'il y a une fonction. Moi, je la connais pas. En tout cas, je l'ai pas vue passer. Donc, je suis allé là juste dans un titre simple. Désolé pour l'instant, je peux pas te répondre. Faudrait que j'aille vérifier. Ouais, pas de problème. C'est un peu plus avancé. Je sais que c'est correct. Ouais, c'est ça. C'est un détail que j'avais pas vu passer, mais peut-être, là, puisqu'il y a plusieurs fonctions là, déjà intégrées, là, il y a des chances que ce soit là. Ça prendrait pas très longtemps à chercher, je pense. Ok. Est-ce que Amirouche, t'en avais un autre ou c'est la même que tantôt? C'est toujours la même. Moi, j'ai pas d'autres questions. Ah, ok, parfait. Ah, il y en avait une dans le chat, on disait. J'ai pas accès au chat. Je peux te lire la question dans le chat. Ouais, s'il te plaît, c'est quoi? Ça dit bonjour, bonne présentation. Data Studio supporte-t-il le streaming de données en continu pour le rafraîchissement? Le streaming de données en continu. Comme I guess que tu vas chercher les données comme en temps réel, peut-être, genre? Ah, ok, ouais. Ça, ben, probablement là qu'avec probablement là que ça Data Studio peut le supporter là, avec des bases de données là, qu'il y a ici. Je les connais pas tous par cœur, là, mais je peux croire là, que les requêtes. Ouais, c'est ça, hein? Oui, ben en fait, juste pour mentionner, parce que dans mon cours de système d'exploitation, je l'explique un petit peu, c'est que l'avantage de Google Data Studio, c'est qu'il travaille avec l'écosystème Google. Donc, qui dit Google dit le système en infonie agique qui s'appelle Google Cloud. Et l'avantage de Google Data Studio, c'est qu'il peut se connecter à des bases de données. Donc, bases de données comme relationnel, PostgreSQL, Oracle, peu importe. Également des entrepôts de données. L'entrepôt de données le plus connu dans l'écosystème de Google s'appelle Google BigQuery. Et BigQuery, quand on clique dessus, je ne sais pas si tu peux cliquer dessus. Ouais, je l'ai ici. En bas, tu as ensemble de données publiques. Là. Il y a des centaines de datasets, tu peux cliquer n'importe où. Là. Des centaines de datasets publics. Je t'ai peut-être pas demandé de cliquer sur le bon truc, mais bref. Il y a des centaines de bases de données qui s'alimentent en temps réel. Les données de la Covid-19, par exemple, qui sont gérées en entrepôt de données par l'Université Johns Hopkins ou d'autres organismes publics. Donc, à travers l'entrepôt de données qui s'alimente en temps réel par différents organismes, on a notre tableau de bord, là, s'il se connecte à ces données, qui va permettre tout simplement de mettre à jour les indicateurs analytiques ou la cartographie en temps réel également à partir de cet entrepôt de données. Donc, si c'est ça. Donc, si c'est un simple fichier plat comme un CSV, évidemment, il va lire l'information. Mais si on se connecte à une base de données ou un entrepôt de données ou tout système de diffusion sur Internet, là, des systèmes de gestion de données, on peut travailler sur la dimension temporelle, faire l'affichage des dernières infos, donc en temps réel et ainsi de suite. Donc ça, c'est l'avantage de Google Data Studio par rapport à d'autres systèmes, c'est qu'on a quand même
la possibilité de se connecter à des millions de données via l'entrepôt de données BigQuery. Exact. Comme là, je viens, en même temps là, que tu l'expliquais, je montrais là, comment importer les données là, du BigQuery. Il nous donne accès à un éventail de données là, ici. C'est ça. Puis là, il y a plein de jeux de données. Là. Et puis juste au-dessus, tu vois là dans données publiques que tu as cliqué, dessus il y a requêtes personnalisées. On pourrait créer des requêtes SQL pour ceux qui connaissent un peu le SQL. Hein. Se connecter à une table, faire une requête, un filtre, bref, faire plein de choses. C'est quand même très très versatile là, en termes de format. Je pense qu'il y a plus de 500 connecteurs possibles, que ce soit des bases de données ou des formats. Donc ça, c'est vraiment l'avantage de pouvoir en quelques minutes là, créer un tableau de bord. Merci, Michael. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Ah oui, Anthony Mandeville. Ouais, j'ai juste pas vu à la fin la mini-partie quand tu as changé le titre des graphiques. Ah, ok. Juste quand j'ai mis ça ici, là. Ouais, j'avais juste pas vu c'est où tu avais cliqué parce que. C'est un peu la même façon. Moi j'y allais vraiment simplement, là, comme on disait, peut-être qu'il y en a il y a des titres plus interactifs que celui-là, là, mais un statique, tu as juste à aller dans Insertion, puis d'aller jusqu'en bas, puis par exemple, là, ajouter un rectangle ou une zone de texte, puis tu vas l'ajouter ici. Puis là, tu peux l'aligner comme ça, t'écris ton titre, puis tu vas changer la couleur de l'arrière-plan comme ça. Ah, ok, ouais, good. Mais je veux dire, est-ce qu'il s'intègre au graphique ou c'est un peu ça? Tu peux juste justement l'aligner directement au graphique. Mais non, en ce moment, il est plus en fonction là, séparés les uns des autres, là, je dirais. Là. Ah, ok, c'est bon. Il C'est y a bon, je peut-être- pensais qu'il était intégré au début, c'est pour ça. Ouais, justement, l'intégration des titres, là, ça allait pas bien. Là. Puis sur Internet, justement, ça disait que c'était plus facile, là, puis plus efficace là, de juste ajouter un titre comme à côté comme ça. Puis comme tu disais, ils sont pas intégrés les uns aux autres, mais si tu veux les déplacer, là, tu peux les sélectionner tout ensemble comme ça, puis il va se déplacer avec. Ah, ok, ok, je comprends. Oups. Ah, c'est parfait. Voyons. Alright, ben merci. Ah, pas de problème. Si je fais ça ici, là, tout va déplacer ensemble. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Parfait. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la suite. Merci, Philippe. J'avais une question. Oui, pardon. Là, excuse-moi. Oh, oui, j'avais une question là. C'était concernant les données géographiques. Là, est-ce qu'il y a la possibilité d'importer les données géographiques dans Data Studio? Est-ce qu'il y a cette possibilité-là? Tu parles par exemple un GeoJSON, par exemple. Ouais, c'est ça, ok. Je suis même pas sûr. Pour répondre rapidement à la question, c'est le défaut de Google Data Studio d'un point de vue spatial, c'est qu'il n'y a pas d'outil pour intégrer un shapefile, un JSON ou autre. Ce qu'il faut faire, et c'est la même chose que l'intégration d'une vidéo comme par exemple YouTube, c'est qu'on peut passer par un outil cartographique plus évolué comme ArcGIS Online, Mapbox, bref. De développer sa composante cartographique et ensuite de l'intégrer comme URL. Mais on va perdre évidemment l'intérêt de Google Data Studio qui est le paramétrage et l'interactivité. Mais on peut, via un code d'intégration, développer sa cartographie avec un autre outil comme ArcGIS Online et autres, et l'intégrer comme code URL directement dans notre dashboard. Ce qui fait une belle transition pour la suite. On s'arrête sur les défauts de Google Data Studio, qui est justement sa composante cartographique. Donc, c'est déjà préformaté, comme vous l'a montré Philippe, du continent jusqu'à la latitude, longitude. On peut rajouter des points, ça, il n'y a pas de problème. Et puis, je pense que le dernier niveau, c'est les codes postaux, les villes, et ainsi de suite.
Évidemment, si on veut faire des choses plus évoluées, c'est là où il est préférable d'utiliser peut-être des outils cartographiques où on va incorporer dans la composante, autour de la composante cartographique, des indicateurs analytiques à partir d'autres outils comme Esri Dashboard que va vous présenter tout de suite Enrique. Martin, si tu es prêt, Enrique. Oui, allô, est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait, donc merci beaucoup. Merci Philippe. Merci. Enrique, je te laisse parler. Donc Enrique, juste pour mettre en contexte, va vous présenter l'outil Esri Dashboard, qui est vraiment l'outil principal quand on développe autour de la composante cartographique, qui est beaucoup plus détaillée, des indicateurs analytiques interactifs qui vont permettre de mettre en valeur des attributs descriptifs ou qualitatifs directement autour de l'information spatiale. Donc je te laisse parler, Enrique, pour la suite. Parfait, donc juste pour valider, voyez-vous la présentation? Oui. Parfait, merci beaucoup. Donc avant tout, j'aimerais remercier le Progetto pour l'invitation à participer dans l'atelier d'aujourd'hui. On va commencer pour une petite mise en contexte. Excuse-moi. Donc, la diffusion des données géographiques sur le web sans programmation est possible grâce à l'existence d'interfaces cartographiques prêtes à l'emploi. À nos jours, plusieurs interfaces cartographiques prêtes à l'emploi sont disponibles. Dans la démonstration d'aujourd'hui, c'est plutôt une démonstration qu'un atelier, on parlera de ArcGIS Dashboard, qui est l'interface prête à l'emploi développée par Esri. Étant donné qu'il s'agit d'un logiciel propriétaire, les conditions requises pour la création des tableaux de bord avec ArcGIS Online sont avoir un compte ArcGIS Online ainsi qu'avoir des privilèges de création de contenu. C'est là la raison pour laquelle aujourd'hui, la partie d'ArcGIS, ce n'est pas interactive, ce n'est pas participatif, c'est plutôt une explication. Et pour l'affichage d'un dashboard élaboré avec ArcGIS, c'est tout simplement, il suffit d'avoir un navigateur web. Il faut noter que pour l'affichage optimal sur les navigateurs exécutés sur les tablettes ou des appareils mobiles, il faut créer les tableaux d'abord de manière qu'ils s'affichent correctement dans les formats réduits. Donc, oui, c'est adaptatif l'affichage, mais il faut qu'il soit créé pour les formats dans lesquels sera utilisé. Une façon efficace d'appliquer les bonnes pratiques de création des tableaux de bord sont listées sur les sites de ArcGIS Dashboard. Mais là, ce n'est pas listé ce que je vous propose fortement suite à l'expérience, qui c'est l'élaboration d'un gabarit conceptuel. Et le gabarit conceptuel permet d'avoir une idée de l'aspect d'affichage final ainsi que de placement de contenu. Ceci facilite le développement d'un produit convivial ainsi qu'esthétique. Donc, dans l'élaboration de gabarit conceptuel, ça permet d'appliquer tous les bonnes pratiques, étant donné que ça nous donne un peu le cheminement. Un gabarit conceptuel permet de savoir où on va. Alors, pour y arriver, nous devons suivre certaines étapes. Il faut commencer pour ajouter dans notre site, notre compte de ArcGIS Online. Et il faut créer un dossier pour héberger la donnée spatiale. Donc, il faut créer les dossiers et puis ajouter la donnée soit à partir de l'ordinateur, soit du nuage. Si la donnée est sur l'ordinateur, il suffit de la glisser au dossier qui a été créé. Un des formats les plus utilisés pour la donnée géospatiale est le shapefile. Pour ajouter un shapefile à notre contenu, il faut l'avoir sauvegardé l'ensemble des fichiers de shapefile dans une forme compressée. Je m'explique parce que ce n'est pas comment très clair. Rappelons-nous qu'un shapefile, c'est un ensemble de fichiers qui servent à avoir toute l'information là. Donc, il faut prendre cet ensemble de fichiers de shapefile,
les compresser dans un format zip et après, on peut glisser les dossiers compressés dans notre compte ArcGIS Online sur le contenu. Par la suite, il vous est demandé si vous voulez créer une couche d'entité Future Layer à partir des files qu'on vient de glisser. Il faut dire oui, car nous sommes intéressés à avoir une couche d'identité. Donc, suite à la question, il faut choisir l'option ajouter la couche d'identité. Actuellement, un des formats de données largement utilisé est le GeoJSON. Donc, pour les cas de GeoJSON, c'est la même affaire. On glisse les documents GeoJSON, on est demandé. Mais à différence des shapefiles, les données sur un document GeoJSON n'ont pas les data types spécifiés. Et donc, au moment d'ajouter les documents GeoJSON, il est nécessaire d'identifier les types de données. Tout simplement, pour chaque attribut, il faut dire quel est le type de données que nous sommes en train d'utiliser. Si c'est une chaîne de caractères, si c'est un entier, si c'est un décimal, etc. Car si on commet une petite erreur ici, peut-être qu'après, on va avoir des problèmes lors de l'affichage des données. Si les données sont hébergées dans Nuage, il faut tout simplement accéder à la plateforme web où sont entreposées les données et accéder et rentrer l'identifiant de compte. Donc, si les données sont hébergées sur Google Drive, on va choisir la compte Google Drive, rentrer l'identifiant et à la suite, c'est tout simplement choisir les fichiers où sont entreposés la data que nous sommes intéressés. Quelle que soit les ressources, quelle que soit la source des données, et après finir l'ajout sur notre compte ArcGIS Online, sur les contenus, sur les dossiers qui ont été créés, il devrait avoir sur les dossiers la donnée ainsi qu'une couche d'identité portant les mêmes noms. Parce que rappelons qu'on a accepté la création de la couche d'identité, la Future Layer. Donc, on va voir une couche d'identité portant les mêmes noms. Et en sélectionnant ces couches d'identité, on peut entamer la création d'un dashboard. Pour ceux qui vont faire, qui ont la possibilité d'accéder à un compte ArcGIS Online, ils vont essayer de faire essayer de reproduire la procédure. Les fichiers GeoJSON sont disponibles sur le lien que c'est ici. La présentation est disponible sur le site de Cartel. Une fois qu'on a sélectionné les Future Layers, c'est fait en cliquant sur la Future Layer et après, il faut choisir une des options, ouvrir dans Map Viewer. À nos jours, il y a deux options, le Map Viewer classique et le nouveau. N'importe quel, tout simplement, ça va changer l'interface avec laquelle on va créer la symbologie de la carte. Et il est pertinent de faire remarquer la possibilité d'utiliser plus d'une couche d'identité pour la création d'une carte web. Cependant, étant donné que l'atelier d'aujourd'hui ne porte pas sur la création de cartes web, je vous invite à visiter les liens ici, ci-dessous, où vous trouverez d'importantes lignes directrices pour la création de cartes. De toute façon, lors de la création des cartes web, il faut retenir que pour développer un tableau de bord, il est nécessaire d'avoir des cartes qui répondent aux besoins. Donc, il faut faire attention aux détails car la configuration des cartes et des fenêtres contextuelles sera respectée par les tableaux de bord. Une fois créée la carte web, nous trouverons sur le contenu de notre compte ArcGIS Online la carte web. Et je répète, il est possible de créer aussi autant de cartes que nécessaire, avec différentes symbologies, avec différentes couches, etc. C'est à partir d'une des cartes
qui a été créé, qu'on va démarrer les processus, qu'on va démarrer les projets des tableaux de bord. Pour ce faire, il suffit de sélectionner une des cartes web qui sont dans le dossier et cliquer l'option création d'une application web. À la suite, il faut choisir dashboard. Donc, cette action créera les composants cartographiques des tableaux de bord. Différemment à ce qu'on vient de voir, on peut télécharger des données avec des polygones chez File, avec polygones autres que la division administrative qui est par défaut sur la plateforme Google. Ici, on peut mettre différents polygones différents avec notre étendue différent à la division administrative des pays. Bien que la symbologie des cartes web qui ont été créées et respectées par l'application Dashboard, il faut incorporer certains outils d'interaction pour bonifier la convivialité de l'interface. Donc, l'interface cartographique qui a été générée au moment de cliquer sur l'option Dashboard, on peut la configurer et on peut ajouter des outils d'interaction qui sont des boutons destinés à améliorer l'expérience de l'utilisateur. Donc, dans le tableau de bord, il est possible d'ajouter autant de cartes qu'on a besoin, qui sont des cartes qui ont été créées auparavant. On peut ajouter des boutons pour faciliter l'affichage ou faire plus convivial l'affichage, l'exploitation de l'information qui s'est affichée. Une des choses intéressantes à mentionner est que si on met plusieurs cartes, on peut les configurer de manière de garder les mêmes étendues géographiques. Donc, si on sélectionne un pays et on passe d'une carte à l'autre, l'étendue géographique, ça sera respecté. Par la suite, on peut ajouter dans la section mise en page, on peut ajouter des éléments des widgets, qui sont des indicateurs pour enrichir l'information qui s'est présentée dans Dashboard. Dans l'exemple qu'on a élaboré avec la même donnée qu'on vient de voir pour l'Afrique, on a ajouté une liste où, quand on clique sur un pays, l'étendue des pays, ça s'affiche ça fait un zoom sur les pays. Et dans les indicateurs, ça s'affiche le code international du pays, le nom, la population, le taux de natalité, le taux de mortalité. Et par exemple, on a choisi l'indicateur pétrole pour la production et la consommation. On pourrait ajouter des autres outils, ça sont tirés d'un autre dashboard, mais on peut ajouter des filtres. On peut ajouter différents types de graphiques. On peut placer les graphiques où est-ce qu'on veut. On peut ajouter aussi des listes qu'on en a besoin. Et pareillement avec les indicateurs alphanumériques. Tous les éléments ajoutés peuvent être configurés pour garder l'harmonie de l'affichage. Donc, les dimensions, la couleur de fond, la couleur de texte, la police de texte, la proportion des éléments, tout ça peut être paramétré. Aussi, il est possible d'enrichir les fenêtres contextuelles pour afficher des images hébergées dans Nuage. Donc, dans cet exemple, quand on clique pour une observation, la fenêtre contextuelle va afficher quelle information sélectionnée. Et ici, dans les cas où c'est une photo qui s'est hébergée dans Google Drive. En résumé, pour la diffusion efficace des données géographiques, ArcGIS Online est une solution prête à l'emploi qui permet de déployer un tableau de bord analytique sans passer par la partie de programmation.
Donc, suite à ces petites présentations, je ne suis pas trop certain combien de temps il me reste. Je vais vous montrer que l'interface qui était préparée, si j'arrive à faire le changement d'écran. Je m'excuse un instant. Je dois faire... Choisir. OK. Non. Je m'excuse encore une fois. Je pense que cette fois, ça sera la bonne. Oui, je pense que c'est correct. Donc, voilà. Et s'il vous plaît, si quelqu'un peut me confirmer que nous sommes en train de voir les dashboards en temps réel. Oui, c'est bon. Parfait, merci beaucoup. Donc, là, nous sommes dans l'interface où on travaille sur les dashboards. On a un côté mise en page sur lequel on sélectionne les différents éléments qu'on veut configurer. Et voilà, sont les éléments qui ont été ajoutés jusqu'à date. Maintenant, si par exemple pour choisir un pays, on va choisir le Gabon. On peut faire, ça va nous indiquer, remarquer où est le Gabon. Et ça affiche l'information du pays, les codes ISO, la population, comme on a parlé tantôt, les taux de natalité, taux de mortalité, et les consommations de pétrole. Chaque élément, on peut les configurer, on peut jouer avec la source, on peut revenir sur la source des données, quels sont les champs de catégories qu'on va utiliser, quelles sont les séries qui seront affichées. On peut choisir la position de la légende. On peut, dans le fond, c'est vraiment riche tous les éléments qu'on peut paramétrer dans chaque aspect des éléments des widgets. On peut varier dans les cas graphiques, on peut jouer sur la configuration, le paramétrage des axes, des valeurs. Si on peut ajouter des repères pour cibler des plafonds des données. On peut modifier les séries pour modifier la couleur. On peut rentrer les codes ou on peut tout simplement choisir les tons qu'on veut. On peut ajouter des titres. On peut ajouter des descriptions. On peut jouer sur le formatage de la mise en place, de la mise en forme, etc. Une autre chose que c'est intéressant à mentionner, est que dans les listes d'éléments qu'on peut ajouter, les listes de widgets est pas mal riche, car il y a en plus des diagrammes de série, diagrammes de secteur, il y a des diagrammes de type gauche, on peut ajouter les indicateurs alphanumériques, on peut ajouter tables, etc. Donc, c'est vraiment versatile. Et c'est ce que j'aimerais vous montrer et pour exemple des possibilités d'exploiter l'information. Et par exemple, on peut revenir dans l'affichage et l'étendue initiale. On peut changer les fonds d'écran. On peut choisir un autre type d'imagerie pour les fonds d'écran, pareil que dans le cas précédent. Et on peut ajouter la légende si c'est le cas pour afficher un type de légende. Donc, tantôt, je vous mentionnais qu'on peut ajouter plusieurs cartes, mais je pense que dans l'exemple, je n'avais pas ajouté la deuxième carte, donc je m'excuse. J'aurais aimé vous présenter les deux cartes pour changer d'une à l'autre. Et je pense qu'on a fait pas mal les tours généraux, mais j'imagine qu'il y a des questions car l'impossibilité de reproduire les processus vous-même
ça peut être qu'il y a des doutes à poser. Donc, merci beaucoup. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Allô? Oui, merci Enrique. Moi j'ai une question peut-être pour débuter des questions. On a vu l'avantage de Google Data Studio. L'avantage de Google Data Studio, c'est qu'il peut se connecter à des bases de données, à des entrepôts de données, de pouvoir alimenter en temps réel. Quelle serait la solution avec Esri Dashboard pour se connecter à une base de données ou à un système de gestion? Là, on a des lectures, on a dans le système. Est-ce que tu vois une solution pour créer un système proposable de système de gestion de données avec RDS Online et Esri Dashboard? Pardon, Michael, ça c'est coupe. Je n'ai pas entendu la question. Oui, excuse-moi, j'ai oublié de brancher. Okay. Excuse-moi, j'ai oublié de brancher le micro. Je repose ma question. On a vu tout à l'heure avec Google Data Studio, l'avantage, c'est de pouvoir se connecter à un système de gestion de données comme des systèmes relationnels ou des entrepôts de données. Oui. Est-ce qu'il y a cette possibilité avec RDS Online et Esri Dashboard de pouvoir, au lieu de se connecter à un fichier plat comme un shapefile ou un JSON ou peu importe, est-ce qu'il y a la possibilité de se connecter à une base de données ou tout autre système de gestion de données géospatiales? Oui, en effet, on peut faire ça. Donc, d'abord, bien si par exemple on a des données qui sont moins dynamiques, comme peut-être un shapefile, un GeoJSON, on peut programmer la mise à jour. On peut programmer la mise à jour pour, mettons, un cas que soit une interface participative où les données sont entreposées dans une couche, dans un Google Sheet que s'est hébergé sur Google Drive. On pourrait programmer la mise à jour de manière que chaque temps défini, une période de temps définie, je pense qu'il est minimal, c'est 6 minutes. Chaque 6 minutes ou le temps qu'on veut, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, ça pourrait faire une mise à jour. Mais je pense que la question, c'est plutôt adressée à l'affichage d'informations temps réel. Et oui, donc ArcGIS, ça permet, il y a toute une manière, ce n'était pas présenté aujourd'hui, mais on peut se connecter avec des bases de données pour afficher des données en temps réel. Mettons, actions des pompiers ou des accidents naturels, l'évolution des processus comme un tsunami ou d'un tremblement de terre. Donc, même les cas malheureux cas de la situation en Ukraine, il y a des dashboards qui sont branchés à base de données, que ça peut montrer l'évolution d'un processus en temps réel. Ok, parfait. J'imagine qu'il faut ArcGIS, parfois ArcGIS serveur là, pour créer des connexions à des bases de données derrière, là, puis de générer peut-être des services. Oui, en effet. Okay. Puis j'avais une question, comme on est au Cartel, centre d'application de recherche en télédétection, est-ce qu'il y a moyen de rajouter des données satellites personnelles ou des données aéroportées, LIDAR ou je ne sais pas, des données prises, acquises par drone? Et puis quel est le format si on veut rajouter nos images ou nos données de télédétection? Donc, je vous dirais de manière la plus honnête possible, je ne suis pas très certain comment gérer l'affichage d'informations matricielles. Avec les cas d'information vectorielle que j'ai travaillé jusqu'à maintenant, oui, j'ai une idée très claire, c'est ça, ce que j'ai fait de manière régulière. Mais pour l'affichage des données matricielles, je ne sais pas comment, je ne suis pas sûr. J'imagine qu'il existe une manière pour brancher, pour se connecter aux services avec l'information dans un format matriciel. Okay. Donc, ouais, non, parfait, ça répond à mes questions. Puis effectivement,
Les données matricielles sont en format style service ou géotif. Puis on verra justement, c'est pour faire une transition à ce qu'on verra mercredi avec Jean-Nicolas Côté, là. C'est qu'on peut se connecter évidemment avec d'autres systèmes, mais en programmation avec des cubes de données massives de Google Earth Engine par exemple, ou d'autres systèmes comme Planet Microsoft, directement en codant. Mais effectivement, c'est un peu plus compliqué avec ce type d'outil. Il existe un outil, peut-être pour le mentionner, là, qui s'appelle Esri Excalibur, qui permet de se connecter à nos propres données et travailler avec nos données images ou LIDAR directement. Je vais laisser les autres participants poser des questions. Là. Donc, je pense que Khalifa a une question. Oui, justement, j'avais une question. Merci pour la présentation. C'était très, très posé, très clair. Au fait, tu as mentionné beaucoup ArcGIS, ArcGIS Server, et puis je voulais juste savoir les autres logiciels qui pourraient être conseillés, surtout en termes de logiciels ouverts, là. Oui. Ouais. Bien sûr. Donc, je vais revenir sur la présentation. C'était mentionné au début. Je ne suis pas très performant avec ça. Je pense qu'il faut arrêter la partage. On va voir. OK. Voyez-vous la présentation? Oui. Parfait. Donc, je vais revenir au début, quand j'ai parlé de la cartographie web prête à l'emploi. Il y a des interfaces prêtes à l'emploi propriétaires. Ce que j'ai parlé aujourd'hui, c'est l'ArcGIS Dashboard, tel que vous avez mentionné. Mais il y a des interfaces propriétaires, des autres comme Mapbox Studio, et il y a des options libres ouvertes, open source, comme c'est par exemple IGO du gouvernement de Québec. Il y a des options qui sont propriétaires, mais sont libres et gratuites, comme MyMaps, Google, qu'on vient de voir, Cloud Studio, etc. Mais dans la présentation d'aujourd'hui, on a c'était bien tourné autour des ArcGIS Dashboard, car il est très populaire, comme a été mentionné Michael, à cause de les dashboards qu'on déployait pour la COVID. Mais si on veut essayer de faire des travaux avec des logiciels ouverts, on peut essayer avec IGO, IGO qui a été développé pour le gouvernement de Québec. Mais il y a des limitants. En arrière, Esri, je ne suis pas en train de faire la publicité à Esri, non, c'est clair. Mais en arrière d'Esri, il y a un capital, une équipe de développement de logiciels, d'algorithmes, de tous les programmes de l'écosystème Esri, et que c'est vraiment vaste le travail qu'on est en train de faire. Donc, le produit final est beaucoup plus performant dans le cas de ArcGIS Dashboard si on le compare avec des autres logiciels qui sont disponibles dans le marché. Excellent, merci beaucoup. Si je peux Est-ce qu'il y a quelque chose qui serait relié, par exemple, à QGIS, par exemple? Oui. Oui et non. Je m'excuse que je suis un peu ambigu, mais ça, dans ArcGIS, dans QGIS, il y a un plugin qu'on peut créer qu'on peut télécharger, puisqu'on on les télécharge, on charge les plugins, et c'est un plugin que ça permet de mettre en place un dashboard, un tableau de bord que ça sirve de manière rosier à ce qu'on veut. Cependant, il reste la limitation, puisque ArcGIS et Quantum, QGIS, ce n'est pas un logiciel destiné à la diffusion sur la web, c'est plutôt une interface ordinateur. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas pour la diffusion des données sur la web. On peut télécharger les plugins et utiliser un dashboard de manière sur l'ordi, de manière personnelle. C'est ça que j'essaie jusqu'à maintenant en ce qui concerne Quantum.
Excellent, merci beaucoup. Merci Enrique. Peut-être juste pour rajouter un complément à ce que tu viens de mentionner. Souvent, ce que les compagnies vont faire payer, c'est l'hébergement du dashboard, essentiellement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe des outils open source comme Metabase, Metastore et d'autres. Mais évidemment, il faut avoir son propre serveur et un serveur web pour pouvoir héberger notre dashboard. Donc, c'est souvent évidemment la partie payante. Mais la partie logicielle ou interface web, il y a des solutions open source. Mais tu viens de mentionner, Enrique, évidemment, avec QGIS, on peut, avec le plugin QGIS Web, un truc comme ça, je ne me rappelle plus du nom exact, on peut faire effectivement le même travail. Parfait. Je vais laisser poser d'autres questions, s'il y a d'autres questions. Donc, je pense qu'il n'y a pas de questions. Parfait. Donc, évidemment, pour Esri, ce que vient vous présenter Enrique, il faut avoir un compte sur ce qu'on appelle ArcGIS Online. Donc, si jamais ça vous intéresse d'aller plus loin, de faire le petit atelier que vous a présenté Enrique, vous pouvez créer un compte en tant qu'étudiant, c'est gratuit pendant 30 jours, et en tant que professionnel, c'est gratuit pendant 60 jours. Il n'y a pas d'option de bac à sable, un petit peu ce que vous a présenté Philippe, là c'est un peu dommage, même si j'ai essayé de négocier avec Esri. En tant que professionnel, il faut rentrer une carte de crédit, là. En tant qu'étudiant, il faut avoir un courriel universitaire. Mais vous pouvez jouer avec Esri Dashboard, c'est offert là, pour les deux options, donc si jamais ça vous intéresse par la suite, n'hésitez pas. C'est comme un outil très simple là, pour développer un dashboard rapidement et qui a l'avantage de pouvoir travailler avec vos propres données géospatiales dans les formats shapefile, GeoJSON ou autre. Par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure avec Google Data Studio, qui lui a le défaut d'avoir des données préformatées d'un point de vue géographique. Donc l'avantage d'Esri, évidemment dashboard, c'est qu'on peut rajouter nos propres données géospatiales. Donc c'est là où on voit un petit peu la limite, et on verra évidemment dans les 2 prochains ateliers, mercredi avec Jean-Nicolas Côté, justement, si on veut développer nous-mêmes notre tableau de bord gratuitement avec des librairies open source, on peut soit le faire dans un langage de programmation comme Python, et on peut se connecter avec Google Earth Engine, aller chercher des données Sentinel, Landsat, pouvoir faire des indicateurs analytiques, le NDVI par exemple en temps réel directement avec les données. Donc on peut tout faire avec le langage Python. On verra ça mercredi cette semaine de 18h à 20h. Ou également le côté client que vous avez vu avec Google Data Studio et Esri Dashboard. On peut le programmer également en programmation web avec des librairies open source. Mais il faut évidemment, dans les 2 cas, là, mercredi ou lundi prochain, héberger le résultat, donc avoir son propre serveur web, ou comme l'a dit Enrique, faire tourner ce dashboard directement sur son propre ordinateur pour nous ou pour nos collègues à côté. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Enrique ou Philippe aujourd'hui? Donc l'objectif était de vous montrer quelques outils sans niveau de programmation, mais qui permettent rapidement, là, en quelques minutes, de développer un dashboard convivial, rapidement pour aider les gestionnaires à prendre des décisions. Pas d'autres questions? Non? Donc, je vous remercie Philippe et Enrique pour vos présentations. Donc n'hésitez pas, là, si vous avez des questions à poser, si vous faites des petits tests et puis vous avez des questions à poser à Enrique ou Philippe, je pense qu'ils sont très ouverts à répondre à vos questions par courriel. N'hésitez pas à les contacter. Et puis pour la suite, donc mercredi cette semaine, mercredi 23, de 18h à 20h, Jean-Nicolas Côté, qui est un étudiant au doctorat, lui va vous montrer en programmation Python. Donc, il faut avoir quelques connaissances en Python, mais même si vous n'avez pas jamais programmé en Python, il va vous expliquer étape par étape sous forme d'un notebook. Un notebook, c'est tout simplement notre programme sur une page web que l'on va exécuter étape par étape pour voir un petit peu comment se connecter à des données satellites en temps réel avec les données
massif de Google Earth Engine, par exemple, ou d'autres systèmes, et pouvoir créer en temps réel des indicateurs ou des analyses spatiales et créer notre page web et nos indicateurs analytiques. Donc on verra ça mercredi, et la semaine prochaine avec Étienne Lausier-Hudon, on verra comment développer le dashboard avec des outils open source complets à partir de la programmation web. Donc s'il n'y a pas de questions, je vous remercie. Et n'hésitez pas à nous contacter là, si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur les outils aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne soirée. Merci. Merci à tous.